Pourquoi cette rencontre aujourd'hui? Eh bien, parce qu'il y a quelques mois de cela, en décembre 2016, nous avions déjà organisé une rencontre autour du communautarisme à l'Agora, où un certain nombre d'entre vous étaient déjà là avec le sociologue Fabrice Dume, qui est l'auteur de l'ouvrage Communautarisme, enquête sur une chimère du nationalisme français, paru aussi en 2016. Et au regard des questionnements qu'avait suscité cette rencontre, il nous semblait pertinent aujourd'hui de poursuivre la réflexion à vos côtés. Mais aussi, cela n'a échappé à personne, le débat autour du communautarisme aujourd'hui occupe une place majeure dans le débat médiatique, mais aussi le débat politique. Et sa particularité, c'est qu'il traverse tous les bords politiques. Donc, il nous semblait intéressant ici de s'outiller, de comprendre un petit peu. Oui, on a déjà un petit militant très jeune, bravo. De s'outiller, de comprendre un petit peu finalement comment est-ce qu'il permettait cette disqualification politique que vous allez aborder aujourd'hui. Ce qui nous semble intéressant aussi d'échanger avec vous, c'est que finalement, face à cette essentialisation, face à cette ethnicisation des rapports sociaux, comment est-ce qu'il était possible aussi de réinventer ensemble un autre imaginaire et d'essayer aussi d'organiser ensemble de nouvelles formes de solidarité selon Nora Mekmouche. Passez une bonne soirée et bonne rencontre. Bonsoir à tous et bienvenue à cette rencontre. Je vais faire rapidement. Donc effectivement, on s'intéresse à la question du communautarisme ce soir, avec l'idée sous-jacente que c'est une thématique qui revient régulièrement dans le débat public. Et on va surtout essayer de voir qu'est-ce qui se joue plus largement derrière la circulation et la diffusion de ce terme dans le langage politique contemporain, à travers deux axes. Premièrement, comment se construisent les communautés, et d'autre part, qu'est-ce qui se cache derrière les accusations de communautarisme, qui sont donc deux volets différents de cette même chose. Et on va voir on va investiguer ce terme avec les interventions donc, de Cesare Mattina et de Marwan Mohamed. Cesare Mattina est sociologue, il est enseignant-chercheur à Aix-Marseille Université. Et il s'intéresse notamment à la sociologie politique et sociologie de l'action publique. Et il s'est fait remarquer récemment parce qu'il a fait un ouvrage sur Marseille, sur le clientélisme urbain à Marseille, qui est sorti en 2016, qui est en vente un peu plus loin avec le transit, si vous ne l'avez pas encore lu. Et à travers cette enquête, il a été amené à étudier la relation entre les pouvoirs municipaux et les communautés, entre guillemets bien sûr. En constatant notamment que toutes les communautés n'étaient pas construites de la même manière, et surtout qu'il y avait des avantages différents selon les communautés. Donc il va essayer de nous expliquer un peu comment cette chose se construit à Marseille et quelles sont ces relations entre les pouvoirs publics et les groupes communautaires. Quant à Marwan Mohamed, il est sociologue allemand, il est chercheur au CNRS, et pour sa part, il s'intéresse plutôt aux questions de déviance et parcours criminels, et bien sûr à la question du racisme. Alors lui s'est fait remarquer en travaillant sur l'islamophobie récemment, avec un bouquin qui a été réédité en 2016, il me semble, qui date de 2013, et qui porte comme titre « Islamophobie, construction... » Comment les élites françaises fabriquent le problème musulman. Voilà, aussi en vente à transit. Et alors pour sa part, il aborde la question des communautés parce qu'il suit le débat public sur la question qu'on peut tous suivre à part égale d'ailleurs. Mais il a aussi enquêté dans différents quartiers populaires durant les décennies qui viennent de passer. Et il va nous faire part d'une enquête qu'il a menée dans une ville d'Île-de-France en 2013-2014, en montrant comment les accusations de communautarisme font éruption dans la vie de la cité, quelles conséquences concrètes ça a dans la sphère politique. Donc voilà, il y a deux cas qui sont deux approches différentes de la même question, et surtout une approche d'un contexte parisien et d'un contexte marseillais. C'est un tout assez intéressant. Voilà, je vous laisse la parole, 20 minutes chacun, et après, donc, discussion avec la salle. Désolé. Merci. Je suis là, donc merci à tous d'être ici pour ce débat. Peut-être pas 20 minutes, je pense un peu moins. Mise à l'introduction du débat, après, de façon à que ce soit la parole circule un peu plus. Commençons par le commencement, ce mot de communautarisme, tel qu'il est utilisé dans le débat public.
Marwan nous en dira certainement plus de choses. Moi, dans mes enquêtes sur l'influence des relations clientélaires sur les formes de redistribution des ressources clientélaires, un plan logement classique, tout ce que vous pouvez savoir qui existe dans cette ville, à différents groupes sociaux, familles et individus. Dans cette enquête que je menée pendant longtemps, je n'ai pas trop trouvé ce mot de communautarisme, ni utilisé, donc pas forcément utilisé comme une accusation, assez rarement, mais je trouve plus le mot de communauté, utilisé dans la bouche de plusieurs élus donc d'élites marseillaises, de journalistes, d'intellectuels, pour définir une ville dans laquelle il y a plusieurs groupes communautaires, ethnico-communautaires ou religieux communautaires, tout ça se mélange en même temps, on verra, qui, dans une ville comme Marseille, historiquement caractérisée par un cosmopolitisme, selon un autre mot qui revient, coexistent de façon relativement harmonieuse ou assez harmonieuse pendant toute la période, disons, de l'après-guerre, et surtout avec une mise en avant de cette coexistence harmonieuse des communautés qui commence dans un processus historique qui commence dans les années 90, je dirais, et qui, aujourd'hui, sur lequel aujourd'hui il faudrait revenir à faire de nouvelles enquêtes par rapport à ce que moi j'ai pu faire il y a quelques années. C'est ce processus d'exaltation, de valorisation des communautés vivant en harmonie ensemble, me semble, avait été mis en exergue très fortement pendant 2-3 moments différents. Je dirais, il y en a même plusieurs dans l'histoire marseillaise récente, mais qui ont quelque chose de très fortement symbolique et de très fort. Vraiment, le premier moment, c'est la mort de Gaston Defferre. Gaston Defferre, maire de Marseille, vous savez bien, dans 3 ans, il meurt en 1986, de façon accidentelle et à l'improviste. Et ce qui se passe lors de son enterrement, c'est assez... bon, je suis bien récent. Ça va, ça va et ça vient. On va essayer. Ce qui se passe... je ne sais pas si ça va comme ça. Non. Donc ça part un peu, ça saute, Ce qui se passe pendant donc son enterrement, c'est quelque chose d'assez spécial, où effectivement il y a une mise en valeur très forte de l'existence de différentes communautés déclinées de façon assez particulière. Je cite un extrait du livre de Madame Charleroux, qui est la veuve de Fer, décédée il y a à peine 2 ans, je crois, 2 ou 3 ans. Tout de suite après, donc, dans un livre fait quelques années plus tard sur Gaston Defferre, où elle nous dit dans la description de cette journée du mois de mai 1986, on vit le cercueil porté dans le soleil éblouissant d'un matin de mai, avec son escorte de jeunes gens, 2 chrétiens, un musulman, un beurre, un africain, un asiatique et un arménien. C'est pas rien. À l'époque, on disait, peut-être on a pris les choses comme telles qu'elles étaient comme ça, mais aujourd'hui, à distance du temps, on peut se dire, tiens, un mélange de gens assez étonnant entre des appartenances religieuses, 2 chrétiens, un musulman, vaguement ethnique, un beurre, un africain, un asiatique, ethnico-national, un arménien. On peut donc se demander si ces obsèques de Gaston Defferre, quand même, avec ces symboles très forts, ne constituent pas véritablement un moment fondateur de ce mythe, cette espèce de mythe de l'harmonie intercommunautaire marseillaise. Parce qu'après, ça continue, c'est-à-dire ça donne des fruits pour la suite. Ce moment fondateur, c'est, et j'y vais vite parce que je pense que beaucoup de gens le connaissent, c'est la mise en place dans les années 90, à l'initiative du maire suivant, Robert Bigoubou, d'une association interconfessionnelle intercommunautaire qui s'appelle Marseille Espérance, qui va un peu dans la même direction, de la rencontre et de la coexistence pacifique de plusieurs communautés, là aussi avec un mélange étonnant de gens entre l'ethnique, le national, le religieux, etc.
jusqu'à arriver à un moment absolument fondamental. Je l'ai vécu en étant arrivé à Marseille, ça faisait à peine un an que j'étais là, donc j'étais dedans. Hein, et je participais aussi en tant qu'Italien de l'extérieur. Hein, et par ailleurs, je suis chanteur, donc on a chanté aussi dans des moments de partage intercommunautaire entre des musiques napolitaines avec d'autres chanteurs de Méditerranée. Hein, c'est le moment de la fête de la Massalia. Je ne sais pas si certains d'entre vous se souviennent, certainement. On est en juin 99. Il y a deux fêtes consécutives, la Massalia et la Mars Céleste, 99-2000. Ce sont des moments, là aussi, où symboliquement sont posées des choses quand même importantes. Hein. Et vous avez un défilé urbain classique. Hein, un défilé urbain sous style carnavalesque qui est fait à un moment de cette fête qui est là pour célébrer les 2600 ans de la fondation de Marseille. Donc vous avez des grandes marionnettes qui défilent, des danseurs, etc., avec plusieurs chars hein, à la suite les uns des autres. Donc vous avez les tambourinai au Provençal, la garde républicaine et la fanfare de Marseille, qui ouvrent le défilé. Se succèdent les chars suivants, celui du hip-hop avec des chanteurs et des joueurs de platine, de l'Olympique de Marseille évidemment, avec des jeunes habillés en maillot de foot et des musiciens, la musique techno, de Marseille en chantant, c'est des danseurs et des chanteurs de l'opérette marseillaise de Vincent Scotto, de l'Italie, donc des chars représentant chacun des pays ayant participé à la fondation de Marseille et au développement de cette ville, le char de l'Italie, le char de la Grèce, celui de l'Espagne, celui du Maghreb, celui de l'Afrique, du Brésil, du Vietnam, des Antilles et celui de l'Arménie. Vous voyez, on est quand même dans une certaine continuité si on y réfléchit avec ce qui s'est passé aux obsèques de Gaston Defferre. Il faudrait aller plus loin, faire des enquêtes pour voir quelles sont les filiations entre ces deux moments. Le directeur artistique de la Massalia, Bernard Souroc, nous dit « La Massalia n'est pas un carnaval, même si ce défilé a des formes carnavalesques, mais un puzzle de la mémoire des communautés marseillaises, des voyages musicaux croisés. Ce n'est pas un mythe. Marseille s'affirme, riche de sa diversité. Chaque communauté a montré de quoi elle est capable, s'est ouverte à d'autres cultures. » Grosse fête populaire quand même, hein, 300 000 personnes dans les rues. Hein, je n'étais pas encore. Hein. Ah, c'est quand même des moments, c'est pas rien. Hein, 300 000 personnes, plein d'écoles qui sont impliquées pendant toute l'année dans la préparation de ce moment-là. Hein. Très bien filmé par Michel Sanson et Jean-Louis Comolli dans un de leurs films où ils montrent un peu, les branchant un peu néocoloniaux, hein, cette espèce d'entreprise de cette Massalia. Donc vous voyez donc, ce mélange de genres, d'hybridation culturelle, où ce mélange l'artistique spectaculaire en mémoriel, où il y a de l'éphémère et des choses de long terme, où certaines communautés sont bien représentées, d'autres sont exclues. Il n'y a pas un char des Comores. Pourtant, les Comoriens, déjà, à ce moment-là, à la fin des années 90, c'était quand même un peuple bien présent dans la ville de Marseille. Hein. Il n'y a pas un char des Comores, il n'y a pas un char pour chacune des nationalités des pays du Maghreb. Il y a un char du Maghreb. Hein. Et peut-être, on dit, les Arabes sont représentés, j'en sais rien, avec l'OM ou dans le char du hip-hop. Donc, je ne sais pas, vous voyez qu'en même temps qu'on essaie de valoriser tout ça, hein, déjà il y a des logiques de classement, à droite et à gauche. Hein, où à certains, on est plus en exergue, on les valorise plus, d'autres communautés, soi-disant d'autres communautés, sont minorées. Donc, moi, tout ça, ça m'avait interrogé, ça m'avait fait dire, mais il faudrait peut-être aller plus loin, quoi. Et se dire, bon, au-delà de cette espèce d'écran de fumée qui me semble être cette harmonie intercommunautaire telle qu'elle est présentée, il faudrait aller voir quelles sont réellement les inégalités de traitement politique et social entre ces différentes communautés, toujours mises entre guillemets. Et donc, une des entrées possibles était effectivement, puisque j'avais travaillé sur les archives du cabinet du maire de Marseille dans les années 70, concernant les années 70 et 80, c'était d'aller regarder concrètement quelles étaient les politiques de redistribution des ressources à partir de ce qui était mon métier, celui de travailler sur le phénomène dit du clientélisme politique, en tout cas sur
politique de redistribution des ressources. Donc des archives absolument richissimes où on avait effectivement les échanges de lettres entre les fonctionnaires, les élus au sein du cabinet du maire et dans les différents services de la mairie. On voyait bien à plusieurs moments pourquoi on attribuait à l'emploi, à un logement, une place en crèche, un avancement en carrière, etc., selon quel type de critères. Et de façon assez systématique, je voyais apparaître le fait qu'il y avait des communautés, entre guillemets, toujours privilégiées par rapport à d'autres, mais où effectivement des services, des favoris de services iraient plus facilement si on avait des lettres de recommandation du notable de telle association arménienne, juive ou rapatriée, et que lorsque on était un demandeur d'origine maghrébine comorienne, particulièrement gitane, évidemment aussi on peut élargir, avec beaucoup moins de chances d'obtenir tel ou tel service. Voilà donc comme propos introductif, je pense que ça peut suffire. Après, en connaissant dans le détail de ces types de recherche et des types de traitements différentiels entre les différentes communautés. On prendra les questions à la fin, ça vous va? Non, Mohamed, si vous voulez continuer. Bonjour à toutes et à tous, vous m'entendez? Bon, encore merci de l'invitation. J'ai dit tout à l'heure aux organisateurs, mais les organisateurs n'étaient pas tous là. Et puis merci à tous et toutes d'être là, assez nombreux pour cet échange. Alors du coup, comme César a posé une norme, c'est-à-dire qu'il faut... Ouais. L'antiparisianisme à tous les niveaux, ça rigole pas. On avait dit que c'était une terre hostile, Marseille, je ne pensais pas que ça se jouerait au niveau de la fixation du micro, bravo. La première fois qu'on me l'a fait celle-là. Alors, blague à part, en fait, moi, ce que je voudrais mettre en avant ici, à travers cette question du communautarisme, c'est pas tant ces usages, l'évolution de ces usages politiques. Fabrice Dume l'avait fait en venant ici, il l'a étudié en profondeur. Il y a un texte en ligne de Stéphane Dufoy aussi sur l'émergence de la notion de communautarisme qui est extrêmement précis et ils se rejoignent sur deux points. Le premier point, c'est le fait que c'est d'abord une notion qui va prendre de l'ampleur à la fin des années 80 et au cours des années 90. C'est une notion qui avait des sens éclatés avant les années 90, il y avait des significations plus ou moins positives de la notion de communautarisme, et à partir des années 90, on a une espèce d'homogénéisation du sens, de rétractation du sens autour d'une dimension extrêmement péjorative. Bon. C'est une notion qui a existé hors de France, mais pour les 15-20 dernières années, c'est une notion qui continue à vivre, à se développer, à se diffuser dans le contexte français particulièrement, un petit peu dans le contexte francophone, belge, québécois, mais c'est surtout dans le contexte français où cette notion a une vie, on va dire, dynamique. Moi, ce que je veux faire ici, c'est pas tant retracer cette histoire-là dans le détail, c'est de voir comment est-ce que ce terme-là peut faire irruption dans le jeu politique local et d'étudier de manière assez précise les modalités, la configuration qui permet de comprendre son irruption, sa finalité à l'échelle locale et ses conséquences concrètes dans le jeu politique local, parce que c'est une notion qui permet finalement de penser des rapports de domination, de penser des rapports de force et de penser la question de la légitimité de certains acteurs politiques à participer à la vie citoyenne, à la vie électorale, à la vie politique de manière très générale. Et je pense que c'est une notion qui est intéressante pour ça, pas pour dénoncer des groupes qui seraient plus ou moins dangereux, etc. Pas tant pour ça, mais vraiment pour penser la question de la légitimité à agir en politique dans un certain nombre de territoires en France. C'est comme ça que je l'aborde, et pour le faire, je me suis appuyé sur plusieurs monographies, parce que ce que je vais raconter ici, je l'ai observé dans beaucoup d'endroits, mais je me suis focalisé sur une monographie qui va servir de base à un article, un court article, qui va sortir dans un court livre, page de pub, je le précise, un livre qui sortira bientôt sur cette notion de communautarisme, où on le pense à travers différents angles, et dans lequel on retrouvera un texte de Cesare, et un livre que je vais diriger avec Julien Talpin, aux éditions PUF, dans quelques mois. Voilà, je referme la page de pub. Il n'y a pas de raison, il y a du public, il y a de la pub, c'est comme ça. Mais c'est parce que c'est lié à la thématique.
Alors, comme je le disais tout à l'heure, ce terme-là a d'abord une fonction qui n'est pas une fonction descriptive. C'est-à-dire que quand on regarde les usages de ce terme-là dans le débat public national, ce n'est pas un terme qui sert à décrire, ce n'est pas un outil d'observation, de description précise, de quelque chose qui pourrait renvoyer à des formes d'entre-soi, à des formes de repli, à des formes de fermeture sur l'autre, ou à des groupes qui auraient des demandes particulières en fonction de leur intérêt comme groupe. Ça pourrait être une notion qui sert à ça. Généralement, pour décrire ce type d'attitude, les sociologues utilisent la notion d'entre-soi. On utilise la notion d'entre-soi et définit comme ça des groupes qui ont ces caractéristiques-là, on les retrouve plus dans les classes supérieures. Des groupes qui ont les moyens de développer des stratégies collectives d'évitement, de mise à l'écart, des demandes particulières qui s'imposent un petit peu à la population de manière générale. On retrouve ce type de stratégie finement décrite chez les classes supérieures, notamment dans les stratégies résidentielles, les stratégies d'évitement scolaire, les demandes particulières qui peuvent être portées par des collectifs, des formes d'organisation, davantage dans une démarche pensée collective que dans les classes populaires qui subissent la plupart du temps le lieu de résidence où elles vivent. Et il y a souvent une confusion qui est faite entre relégation, c'est une chose la relégation, et repli. La relégation, c'est le fait d'être dans un entre-soi subi par le jeu des évitements, de la ségrégation, de la concentration de population, etc. Mais des gens qui vont demain habiter, je ne sais pas moi, au Laurier, qui ont fait une demande de logement, ils ne vont pas avoir 50 propositions. Des gens qui ont un capital économique, ils peuvent s'offrir le sud de Marseille. Et voilà, il y a une vraie différence, c'est quelque chose qui est fondamental de ce point de vue-là. On n'utilise plus la notion de communautarisme pour parler des classes supérieures. On l'utilise pour parler certaines franges des classes inférieures. Et c'est le premier point qu'il faut avoir à l'esprit. Et c'est quelque chose qui est assez récurrent. Ce sont les groupes dominants qui parlent des dominés avec la notion de communautarisme. Et vous pouvez avoir même des communautés organisées sur une base ethno-raciale ou religieuse qui appartiennent aux classes supérieures. Ce ne sera pas forcément cette notion qui sera utilisée pour parler de leur stratégie collective. Et c'est pour rebondir avec ce que disait Cesare, il n'y a pas de contradiction le fait d'exalter des communautés et d'utiliser la notion de communautarisme, bien au contraire. La distinction entre l'exaltation des communautés et la critique du communautarisme permet de faire une hiérarchie, permet de marquer la frontière, permet de distinguer les communautés gagnantes et les communautés perdantes à l'échelle locale. Les groupes qui sont légitimes à demander quelque chose et ceux qui ne le sont pas. C'est en ça que cette notion est révélatrice de quelque chose d'assez intéressant, plus que de comportement collectif. Ce que je dis, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des formes de repli, de rejet, d'enfermement sur un soi collectif, etc., dans les quartiers populaires. Il y en a. Et vous voyez, ce que je dis, c'est que c'est pas que ça n'existe pas. Il y en a, mais je ne traite plus de la notion qui sert à désigner ce qui est présumé comme repli, etc. Deuxième des choses que je voudrais dire, et je voudrais aller directement au contexte, c'est que c'est une notion qui vise autant à proscrire, à stigmatiser des comportements, qu'à prescrire, c'est-à-dire à rappeler la norme, à normaliser les attitudes. Donc c'est les deux, proscrire avec la notion de communautarisme et prescrire les comportements qui sont les comportements qui sont acceptables et qu'il faudrait suivre. Alors je viens à cette enquête, elle est assez intéressante parce qu'elle se passe dans une ville populaire de la région parisienne, on va dire populaire, une ville avec des grands quartiers populaires de la région parisienne. Ce quartier en question, il est peuplé de 6000 personnes officiellement, 7500 officieusement, et c'est un quartier, alors moi j'ai mené mon enquête à la fin des années deuxième semestre 2013 et premier semestre 2014, c'est-à-dire en période préélectorale, juste avant les élections municipales. Et la période préélectorale, elle est vraiment intéressante sociologiquement pour ça, c'est que les alliances deviennent visibles. Voilà. Les alliances deviennent visibles, les stratégies deviennent visibles, les jeux d'acteurs deviennent visibles, parce qu'à un moment donné, c'est bien le moment où il faut manifester ses engagements. Ce pourquoi les gens ont signé, entre guillemets. Et cette accusation de communautarisme, elle va cibler un groupe militant en particulier à
travers son leader, qui a la trentaine, que j'ai appelé M. Akram, mais qui est d'origine maghrébine, qui est diplômé d'un master, qui est cadre intermédiaire dans une banque, qui a grandi dans le quartier en question, qui a toujours été engagé, ainsi que sa sœur, dans l'éducation populaire, à la fois comme employé municipal pendant très longtemps, dans une structure associative très financée par les pouvoirs publics, notamment par la municipalité. Cette municipalité, elle est dirigée par une ville de droite. Actuellement, la majorité municipale, enfin à l'époque, c'était les Républicains, ça l'est toujours aujourd'hui. C'est une majorité qui, au fil des élections, a vu son bloc électoral se fragiliser. Avant 2014, il passe de 450 voix. L'élection d'avant, il passe de 150 voix. Celle d'avant, c'était 450 voix. Et on voit très bien que s'effrite un bloc historique avec l'usure d'une majorité, d'une équipe municipale et d'un leader politique qui est fragilisé. Et M. Akram et son groupe militent dans le quartier où le taux d'abstention est le plus élevé et le potentiel de mobilisation électorale est extrêmement élevé. Donc il y a un vrai enjeu électoral. Au moment où M. Akram commence à militer ou change sa manière de militer à l'échelle locale et le contexte dans lequel l'accusation de communautarisme va émerger. Je précise que M. Akram est musulman, il est musulman pratiquant et que son islamité n'interfère pas avec son engagement associatif. Il n'a pas créé de structure de type cultuel, communautaire, il n'est pas du tout engagé, il ne participe même pas aux activités cultuelles dans sa ville, parce qu'il considère que les imams locaux, le discours religieux local est un peu trop rigoriste, un peu trop radical pour lui, en tout cas tel que lui se représente sa propre religiosité. Donc pas d'engagement à l'échelle religieuse locale, et je précise que dans cette ville-là, il y a deux communautés au-delà de la communauté religieuse. C'est une ville marquée par le rigorisme religieux avec une communauté loubavitch installée, également une communauté chrétienne, pas celle qui gère l'église à l'échelle locale, mais une communauté proche, une association chrétienne très pratiquante, proche du mouvement Civitas. C'est-à-dire que la ville est bien dotée en offres religieuses plutôt rigoristes, quelles que soient les religions en question pour le coup. C'est une ville où il y a d'autres communautés constituées sur la base de l'âge ou de l'origine ethnoculturelle, avec des communautés qui sont plutôt exaltées là pour le coup et qui rentrent dans ce que tu mets en avant, c'est-à-dire une politique de reconnaissance des communautés, une politique d'instrumentalisation des communautés, etc. Sauf que, je vais passer les raisons pour lesquelles M. Akram change sa manière de militer. En tout cas, il développe un discours beaucoup plus critique. Une critique de la politique municipale, une critique surtout axée sur les politiques de contrôle social. Pourquoi le contrôle social? Parce qu'il a fait la rencontre et il s'est marié avec son épouse actuelle qui a un master de sciences politiques, mais surtout qui a écrit un master sur la question du contrôle social, le rôle de la politique de la ville dans le contrôle social des populations, etc. Et qui du coup l'alimente, lui apporte de nouvelles lectures, fait évoluer sa réflexion. Monsieur Akram, avant cette évolution-là, c'est quelqu'un qui est critique des inégalités de manière générale, qui est contre les discriminations de manière très très morale, mais qui n'est pas très engagé dans un discours critique. Il n'a jamais élaboré de critique de la politique municipale, parce qu'il n'a jamais creusé finalement ce qui était mené à l'échelle locale. Et donc, il organise une première manifestation après les propos racistes d'un policier municipal, une manifestation qui marche plutôt bien, quelques mois avant les élections. Et puis, de cette manifestation, il y a des réseaux qui se créent et il y a la volonté d'organiser d'autres mobilisations sur d'autres thématiques plus larges, qui touchent autant à la gestion des écoles à ce qui est fait de la police municipale à l'échelle locale sur les politiques de promotion immobilière dans la ville. Enfin, voilà, on a quelqu'un qui est en train de s'investir dans sa ville et de développer un discours critique. Et en plus de ça, qui est en train de créer des alliances entre une partie de la gauche installée et des militants des quartiers populaires, la dizaine de militants qui l'accompagnent. C'est dans ce contexte-là, après une tentative qu'on retrouve souvent dans les quartiers populaires, une tentative de récupération, c'est-à-dire la proposition de réfléchir à une liste commune, ou bien la proposition d'investir un poste de cadre au niveau de l'espace du centre social municipal à l'échelle locale. Donc on a cette première phase pour l'amadouer, mais comme je vous l'ai dit, la famille d'Akram, c'est pas une famille qui est fragile socialement, économiquement. Tout le monde a réussi à l'école, les parents sont contents de vivre ici, ils n'ont pas trop envie de bouger, mais ils pourraient souffrir pour le coup. C'est une des familles qui pourrait bouger.
Donc il refuse, et ces sollicitations, j'ai envie de dire, renforcent sa décision de militer, sa volonté de changer les choses. Et c'est à ce moment-là que, via des relais, via le directeur de cabinet, via des agents municipaux, via les responsables gestionnaires de la mosquée locale, que l'accusation de communautarisme, que les soupçons de communautarisme commencent à être diffusés dans la ville. Et c'est quelque chose qui se diffuse très très vite, c'est pas une grande ville, hein, c'est 30 000 habitants. Et donc les choses commencent à se diffuser rapidement. Les épouses des gestionnaires de la mosquée appellent sa maman pour lui dire il y a beaucoup de demandes de renseignements, il y a une pression, la mairie n'est pas content, j'entends les maris parler, etc. Donc il a quand même des alliés qui préviennent sa maman, qui le préviennent lui-même, des responsables associatifs qui le préviennent également que la municipalité leur met un peu la pression pour à la fois se désolidariser de lui et de relayer un petit peu le discours municipal. Il y a une vraie crainte de la municipalité. Et ces accusations-là qui commencent à circuler, elles sont également relayées par une partie de l'opposition municipale, et notamment dans cette ville par les militants du Parti communiste, pour le coup. Ce n'est pas le cas dans toutes les villes, mais là, dans cette ville-là, on a des militants du Parti communiste et du Parti de gauche, puisqu'ils ont fait alliance au niveau des élections, qui sont déconnectés de la réalité de ce quartier-là, peu connu, et plutôt dans une espèce de posture... je ne sais pas comment mais républicaine, chauvine, très sensible aux questions de manifestation de la religiosité, très attachée à une forme de sécularisation très marquée de la société, notamment la société locale est très hostile à la religion de manière générale. Donc il relaie également cette forme d'accusation qui a des effets concrets, je m'arrêterai là-dessus, j'ai parlé déjà trop longuement. D'abord, M. Alexandre va perdre une partie des soutiens. Ce sont des inquiétudes familiales. Sa mère est quand même inquiète d'avoir la mairie sur le dos, que la mairie menace son fils, etc. Lui, il est inquiet de voir sa mère s'inquiéter pour lui. Et il le manifeste quand même assez clairement. Il est assez dépité de voir qu'il a peu de soutien finalement vis-à-vis des acteurs associatifs locaux qui sont engagés dans des formes de loyauté, mine de rien, même si ce n'est pas des loyautés militantes, mais c'est au moins des loyautés de dépendance économique et de relais institutionnels. Du coup, il s'attendait peut-être à avoir davantage de soutien des acteurs locaux. Une partie de la population locale le connaît, c'est très bien qu'il n'a pas de discours de type islamiste, ou en tout cas il ne s'appuie pas sur la religion pour faire son travail d'éducation populaire, c'est sa religiosité personnelle. La plupart des gens à l'échelle locale le savent, n'adhèrent pas à la thèse du communautarisme, c'est-à-dire de l'islamisme, de la dissimulation, etc. Par contre, le soutiennent ou le soutiennent extrêmement peu. Et l'ensemble de ces facteurs-là va l'amener, lui, à prendre un petit peu de recul, à passer énormément de coups de fil, à dépenser énormément d'énergie, à se défaire de cette accusation qui va lui tomber dessus à ce moment-là. Et donc, on a là une accusation qui va produire des effets. Et donc, il va renoncer à s'engager sur une alliance, sur une liste de gauche élargie comme c'était prévu au départ, parce qu'une partie des gens qui font partie de cette liste élargie ne veulent pas le voir venir. Ça crée des tensions entre les différents alliés de gauche. Enfin, je vous passe les détails. Donc, pour terminer, on a là, finalement, une accusation qui n'est pas connectée à une quelconque réalité concrète, pour le coup. Il y a un décalage entre l'accusation et ce qu'elle sous-entend. D'ailleurs, c'est une notion qui n'est pas précise. Et son but, ce n'est pas d'être précis. C'est justement son efficacité, c'est qu'elle connecte à plein de problèmes publics, à plein d'inquiétudes publiques, à plein de préjugés. Et c'est ça son efficacité. Ceux qui utilisent la notion de communautarisme ne la définissent pas. Et à partir du moment où ils la définissent, ils limitent son champ d'action. Et donc, sa force à cette notion, c'est qu'elle n'est pas définie. C'est qu'elle est fluide, c'est qu'elle circule, elle est réversible, etc. Et donc, lui, cette alliance-là ne fonctionne pas, elle aurait pu être intéressante. Il prend un petit peu de recul, il est extrêmement déçu de la plupart des acteurs associatifs à l'échelle locale, et du coup, il va prendre également du recul au niveau de son action associative locale. La municipalité, la majorité va repasser d'une légère majorité aux élections de 2014, et on a une situation de statu quo, de reproduction de l'ordre politique, de reproduction des logiques de domination politique, qui sont aussi des logiques de domination sociale. On a aussi des élus qui chantent partout l'empowerment, c'est-à-dire il faut donner le pouvoir d'agir aux populations, et on est une mairie qui n'y échappe pas,
Et pourtant, concrètement, ce qui est fait à travers cette notion-là, c'est exactement le contraire. C'est le maintien sous une forme de dépendance d'une partie de la population et l'impossibilité de voir émerger un certain nombre de leaders locaux sans passer par la case disqualification et des formes de criminalisation pour d'autres. Voilà, je vous remercie de votre écoute. Je vous propose à présent d'ouvrir le débat. Rachida est toujours parmi nous, mais elle a été appelée à des obligations liées au petit estomac de son bébé. Il y a des réactions, des remarques, des questions. Leïla. Allez, approche-toi un petit peu. Il va falloir tout dépasser parce que le micro n'est pas... Communauté dans le sens positif, communautarisme dans le sens négatif. C'est intéressant de pointer un peu vos approches. Mais c'est vrai que moi je m'interroge par rapport à l'enjeu de cette notion qui aujourd'hui transparaît, notamment par rapport au contexte économique et politique mondial, par le développement des actions terroristes pseudo-islamistes. Et comment faire justement pour transformer cette notion de communautarisme en notion de communauté vraiment? C'est une question que je vous pose, chercheur dans le domaine. Je sais pas. La notion de communauté, telle qu'elle est utilisée, effectivement, elle est équivoque aussi, quasiment autant que celle de communautarisme. Hein. Donc, aussi, elle peut aussi être piégée. Hein. Qu'est-ce que c'est qu'une communauté religieuse? Est-ce qu'on peut parler vraiment de communauté musulmane, de communauté arménienne? Pour moi, ça n'a absolument aucun sens. C'est pour ça que systématiquement, je mets des guillemets pour indiquer que c'est des acteurs qui utilisent ces termes-là. Notamment, qui a intérêt à les utiliser, et ben, c'est historiquement des notables, des élites, différentes et variées de type associatif, qui ont monté des associations, qui ont construit par le bas tout un certain nombre de processus d'auto-légitimation, de construction nationale, qui sont des véritables inventions. Après, ces inventions, en leur vie, elles existent. Il ne faut pas être non plus dans un constructivisme extrême, ok? Mais, donc, effectivement, une fois qu'on a créé, dans les années 50, 60, on a alimenté tout un monde de communautés autour de la dite communauté arménienne, avec plusieurs associations qui militent autour des églises et qui construisent un discours national alors qu'il n'existait pas, parce que les Arméniens viennent de partout. Et il y en a qui, ça vient des parcours d'exode et de migration, qui viennent un peu de partout. Pareil pour les Juifs, etc. Bon, c'est tout un construit qu'il faut mettre en exergue, qu'il faut montrer, et qui est là, qui est fort, et qui passe à travers après des constructions de type institutionnel et politique. Hein. Une fois qu'on a monté ces associations, et ben on va voir les élus, on se fait financer. Et à un moment donné, on se fait coopter dans les listes du parti majoritaire. C'est question de faire. Lui-même, tout en ne poussant pas sur l'aspect formation des listes pour les élections avec un Arménien avec un rapatrié, etc. Mais dans les faits, il y a quand même de l'insertion d'un certain nombre de notables qui sont des passeurs, des intermédiaires entre les associations de type communautaire et les partis politiques dans lesquels ils se présentent. Donc, pour moi, c'est une véritable construction. Il faut appréhender, il faut décrire précisément. Et donc, pour nous, pour les chercheurs, moi j'aime bien un groupe social, comme terme plutôt. C'est les groupes sociaux, à différents termes, qui se définissent de telle ou telle manière. Il faut à chaque fois préciser
je pense qu'on peut commencer à réfléchir à partir de ça. Surtout dans un pays qui a du mal, donc la science politique et la sociologie aussi ont du mal à voir à quel point on peut aussi ne pas raisonner uniquement en termes de relations entre un État avec des citoyens. Et qu'il y a des corps intermédiaires dans cette société, il y en a. Hein, et voilà, ce sont des groupes sociaux, ils existent. Hein, donc, lisons Antonio Gramsci, mon compatriote, allons voir qu'est-ce qu'il voulait dire par des concepts magnifiques comme hégémonie politique, hein, groupe social, bloc social historique, qui veut dire l'alliance entre plusieurs groupes sociaux au sein d'une ville avec une élite politique pour gouverner la ville, pour conquérir l'hégémonie au sein d'une ville. C'est des thématiques, je pense qu'aujourd'hui, j'espère, Gramsci, ça fait une vingtaine d'années qui revient en force, voire une trentaine, un peu partout, y compris les États-Unis, dans les symposiums et les conférences internationales, parce qu'il nous permet de penser à la fois en termes d'alliance entre groupes sociaux et en termes de lien entre des élites politiques et la société civile, la société urbaine. Voilà. Non, je ne peux pas rajouter grand-chose. En fait, moi, dès que, en tant que sociologue, on me dit comment, je bug un peu. Comment on fait, comment ça marche, je veux bien, et comment on fait pour, moi je bug, je suis très, très mauvais, généralement les sociologues sont très très mauvais, comment on fait derrière. Je pense que les acteurs ont l'ingénierie et ont le savoir-faire et la connexion et ils sont les mieux placés pour s'organiser. Mais derrière votre question, il y en avait une autre, c'est au fond, est-ce que la communauté est souhaitable? C'est ça en fait que j'entends, est-ce que la communauté est souhaitable? Alors, ce que montrent les sciences sociales, c'est que le lien communautaire est souhaitable. Ce n'est pas la communauté en tant que telle, la communauté imaginée, la communauté fantasmée. Parce qu'une communauté imaginée, fantasmée, elle peut amener à des guerres, elle peut amener à la violence. Mais le lien communautaire et la communauté sociale, de manière générale, c'est un appui, c'est un support. Heureusement qu'il y a des communautés pour les nouveaux arrivants sur lesquels ils peuvent s'appuyer dans une ville avant de pouvoir avancer pour eux-mêmes. Heureusement qu'il y a des communautés territoriales, de voisinage, résidentielles, qui peuvent se mobiliser à l'échelle locale quand il y a un coup dur. Heureusement qu'il y a ces collectifs qui sont ni la famille, ni le travail, ni l'école, ni des communautés institutionnelles. Et tout le monde vit tout le monde participe, tout le monde est inscrit dans des formes de liens communautaires. Il n'y a rien de plus banal que le lien communautaire dans une société donnée, et notamment dans une société aussi diverse, plurielle que la société française. La question, c'est pourquoi, et c'est là que ça devient dangereux, comment est-ce que ce lien communautaire est construit comme un danger pour certains et pas pour d'autres? C'est là qu'il y a un passage, c'est là qu'il y a un gap qui peut devenir assez compliqué, parce que ça a deux conséquences. D'une part, ça risque d'enfermer le rapport et de durcir le rapport d'un individu avec sa propre communauté, et puis c'est quelque chose qui est assez naturel. Les gens s'attachent souvent à l'aspect de leur identité qui est le plus attaqué en fait. Et donc indirectement, vous créez de l'attachement à une communauté, et parfois juste de l'attachement à un fantasme, juste parce que ce fantasme est menacé, et que ce fantasme est une part de vous-même. Et donc il faut faire absolument attention à ça, mais moi je trouve que c'est le lien communautaire, il n'y a rien de plus banal. Les gens qui découvrent, ils disent non, il ne faut pas qu'il y ait de communauté, que les individus fragatomisés, mais ils vivent dans quelle société? Je veux bien que le mythe républicain soit construit sur une société d'individus et qu'on ne reconnaisse pas, soi-disant, les corps intermédiaires, mais ça n'existe pas, ça n'a jamais existé. La République a toujours reconnu des corps intermédiaires et a toujours hiérarchisé les corps intermédiaires. Et cette hiérarchisation des corps intermédiaires, elle produit du stigmate, elle produit du désaveu, elle produit de la rancœur aussi, et c'est aussi ça qui peut s'exprimer dans un certain nombre de comportements. Donc la question fondamentale, pour moi, c'est qu'il faut garantir la liberté de pouvoir s'extraire de sa communauté. C'est ça la clé, la responsabilité collective, c'est ça. C'est que les individus puissent, quand ils en ont le désir, ils le souhaitent, s'extraire de leur communauté. C'est un enjeu de liberté, en fait. Mais ceux qui sont attachés à leur communauté sociale, leur communauté de vie, quel que soit son support, et qu'elle leur apporte des choses, je ne vois pas pourquoi ça poserait en soi un problème par nature. Je vous en prie, madame. Oui, mais voilà,
partager quelques réflexions avec vous, parce qu'il y a toujours des questions de sémantique, et la communauté, on peut l'encenser comme la diaboliser. Le mot communauté s'entend, hein, je parle du mot. Parce que ça fait partie de l'évolution de l'être humain. Certaines races animales aussi ont leur communauté, d'autres non. Mais l'être humain est fondamentalement, depuis des millénaires, depuis la nuit des temps, s'est formé et avancé en communauté. Alors maintenant, communauté ne signifie pas forcément enfermement et radicalisation. Et je crois que là, nous sommes tous d'accord, et c'est ça qu'il faut faire comprendre à ceux qui n'ont pas compris que tout est lié et relié. Chaque communauté, c'est comme les cellules d'un corps vivant. Donc on a besoin de toutes les communautés, mais elles doivent échanger, bien entendu. Et puis, on a plusieurs formes de communautés, que ce soit ethnique, culturelle, familiale, bref, et j'en passe, etc. Mais on sait très bien que dans une vie, on peut faire partie de plusieurs communautés. Et ça, c'est un grand enrichissement, parce qu'on passe justement pas d'un système à l'autre, c'est pas une question de système, mais à une autre face d'une chose que je considère comme un diamant multiple facettes, qui est l'être humain, et le comportement de l'être humain dans la société. Alors, ça paraît peut-être un petit peu de la philosophie, mais de temps en temps, il faut en faire pour garder, pour s'enlever un peu sauter les illusions et un peu se laver le cerveau du matraquage politique et économique qu'on nous fait au nom d'intérêts qui ne relèvent pas forcément de l'intérêt le plus essentiel, c'est lui de l'être humain pour continuer. Merci. Bonsoir. Vous parlez de s'extraire de sa communauté, c'est une force et une richesse que chacun de nous a, mais ça ne nous extrait pas des préjugés du regard des autres, qui de toute façon vous ont assigné à cette communauté, même si vous en sortez. Et cette assignation, pour moi, elle est palpable. Il suffit de prendre l'organigramme de nos collectivités territoriales, de tracer un trait en bas, et puis on verra qui est en bas et qui est en haut. Pour toutes les années des collectivités territoriales de Marseille et de la région, l'organigramme est le même. Elle se traduit aussi par la politique de la ville, qui est en soi une verrue républicaine. Normalement, il ne doit pas y avoir de territoire communautarisé et qui ont une politique à part, et qui rendent esclaves certains, parce que les subventions sont le nerf de la guerre. À un moment donné, on peut parler de philosophie, mais malheureusement, nous sommes dans une ville où on n'a pas une politique philosophe, mais plutôt une politique en monnaie sonnante et trébuchante. Et du coup, le fait d'être assigné physiquement, déjà en résidence, d'être assigné par sa communauté, maintenant d'être assigné à sa religion, ça commence à faire beaucoup, très honnêtement, comme assignation. Ça fait trop. Si vous êtes en plus une femme là-dedans, ça fait encore beaucoup plus. Et donc, du coup, au-delà des notions sociologiques, aujourd'hui, c'est que répondre lorsqu'on est autant assigné. Quelles sont les réponses possibles du groupe et de l'individu? Puisque de toute façon, il y a réponse communautaire à attaque communautaire, à chaque fois. On le voit dans les manifs, même dans une manifestation qui prend toute la canière, c'est en général des communautés. Même lorsque le peuple, même lorsque la France est attaquée, moi j'ai un souvenir absolument extrêmement douloureux le soir de Charlie, où on m'a fait comprendre sur le Vieux-Port que je n'avais pas ma place, que je n'appartenais pas à la communauté nationale et que je n'avais pas le droit de pleurer. C'était mes frères qui avaient tué. Donc à un moment donné, le communautarisme est aussi une violence. Et on n'en parle pas assez de cette violence. Merci. Oui, je vous en prie. J'avais une question. Vous parlez des analyses que vous avez faites, donc entre la banque de fer et les années 90, où on voit bien que le communautarisme est utilisé, enfin le découpage en communauté est utilisé par les pouvoirs publics au niveau local
pour mener leur politique et utiliser les groupes en fonction de... Est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui ou est-ce que le caractère négatif qui aujourd'hui est affiché sur le mot communautarisme a fait changer cette situation-là ou est-ce que vous observez qu'on utilise néanmoins toujours au niveau politique la fréquentation en communauté? Sur cette question précise, effectivement, mes analyses s'arrêtent à une période qui est celle de la fin des années 90, début des années 2000. Donc, il faudrait aller plus loin, faire un certain nombre d'investigations sociologiques sérieuses pour voir comment, ici, le terme de communautarisme augmente dans l'espace public marseillais aussi. Outre l'augmentation que Marwan et d'autres ont remarqué l'utilisation de ce terme à visée dénonciatrice, à visée stigmatisante. Par ailleurs, ça, je ne le sais pas. Je ne peux pas le dire. Ma sensation, mais ça stagne quand même, que ce n'est pas forcément un terme qui à Marseille est extrêmement utilisé, parce qu'encore une fois, nos élites politiques, peut-être administratives, non, je ne sais pas si les fonctionnaires utilisent aussi ce terme, mais bon, les élites politiques continuent de l'utiliser toujours dans le sens que je disais, dans un sens valorisant et mettant en avant cette espèce d'harmonie intercommunautaire. Mais la dialectique est intéressante, il faudrait s'y interroger là-dessus et voir qu'est-ce qui se passe maintenant. Mais par contre, ce que je peux dire, ce que je sens très fortement, mais ce n'est qu'une hypothèse, c'est que la valorisation cosmopolitique de la ville de Marseille, alors ça va de l'aide. Cette idée qui est montée en même temps, dans ces années-là, dans les années 90, en même temps qu'il y avait un processus de revalorisation de la ville, avec les romans de Jean-Claude Izzo, avec l'arrivée du TGV, et aussi on délisait très fortement de rénovation urbaine, et de faire repartir un peu les affaires dans cette ville, où tout ça coïncidait, y compris la Massalère, justement en 99, on est en plein dedans, cette célébration-là. Aujourd'hui, elle est en train de s'estomper. Ce terme-là, je vois de moins en moins des gens qui vont faire des enquêtes auprès de fonctionnaires parlent moins de cosmopolitisme marseillais et d'harmonie intercommunautaire aujourd'hui, peut-être dans le contexte actuel des attentats et de la montée par ailleurs du terme de communautarisme et du raidissement dans lequel on se trouve aujourd'hui. C'est ça l'impression. Encore une fois, bon, j'avoue que il faut faire au boulot, quoi. Moi, je ne suis pas de ces sociologues qui dit je sais parce que j'étudie ou parce que je fais des essais en l'air. Non. Si je vais sur le terrain, je peux dire un certain nombre de choses. Sinon, je préfère juste dire que je fais des hypothèses, mais pas plus. Oui. Je vais essayer de... Alors, j'ai repéré que quand même, j'avais fait une petite recherche sur accusation de communautarisme et Marseille. Et le dernier truc sur lequel je suis tombé, c'est Gaudin qui était accusé de communautarisme, en fait. Par des élus et des personnalités parisiennes, pour le coup. C'était assez intéressant, ce clivage. Donc, il se défendait de ne pas être communautariste. Bon, voilà, ça peut toucher aussi ceux qui sont dans la valorisation. Et je pense que ça renvoie à ton hypothèse. C'est-à-dire que ça craque. Et du coup, ils se retrouvent sur la défensive. On ne peut plus chanter l'harmonie des communautés comme ça, dans le contexte géopolitique et le contexte de violence terroriste qui est le nôtre. Juste sur la question des assignations, vous avez raison de rappeler que les assignations sont des violences. Les assignations sont des violences. Pour essayer de répondre à votre question sur le comment, je vous dirais, je n'ai pas de recette. Si je l'avais, je vous la donnerais vraiment. Mais la question des recettes, travailler sur les représentations, ça met du temps à s'ancrer et ça met du temps à se désencastrer, pour le coup. C'est un travail sur des générations. Et là, on est vraiment, j'ai envie de dire, dans le creux de la vague, on est optimiste, en se disant que ça va repartir de meilleure façon, et je ne sais pas. Par contre,
j'ai pas été complet, ça va rejoindre ce que vous dites sur la question de l'accusation de communautarisme, elle vient dans un contexte. Et il y a deux chercheurs qui travaillent sur les questions de ségrégation urbaine et de ségrégation scolaire, c'est Marco Auberti et Edmond Pretzel, et en fait, ils ont écrit des choses très intéressantes. J'ai cité deux Parisiens. Et en fait, mais ils disent des choses assez intéressantes dans un texte qui est déjà ancien, et en fait, ce qu'ils mettent en avant, c'est que on a vu dans la rhétorique de justification de la ségrégation et des inégalités. Et on a vu une évolution du discours sur ces questions de ségrégation et d'inégalité. On est passé d'un discours très marqué par la sociologie sur les inégalités sociales et ancré sur la question sociale, sur la logique des discriminations. Dans les années 90 et les années 2000, on est passé d'un mode d'explication qui, d'une part, tend à nier cette question des inégalités, à la mettre en retrait et, au fond, à justifier la situation actuelle par des attitudes et un renvoi à des responsabilités individuelles ou communautaires. Et on voit très bien comment on a eu ce glissement-là, notamment sur les discours sur la ségrégation, où au fond on disait oui, c'est pas possible, il y a des inégalités très fortes, il faut les réduire, il faut compenser. Ce discours continue après à exister, mais il est de plus en plus concurrencé par regardez, ces personnes-là, elles sont un peu responsables de ce qui leur arrive. Pourquoi? Parce qu'elles sont communautaristes, parce qu'elles ne veulent pas s'ouvrir, parce que ceci, parce que cela. Donc on a une forme d'inversion des logiques de responsabilité très liée à l'émergence et à la puissance d'un discours de type néolibéral, pour le coup, qui est basé sur la responsabilisation individuelle ou de la responsabilisation communautaire, mais à partir du moment où ça touche à une fibre nationale chauvine, nationale républicaine, pour le coup, ça résonne pas seulement dans les cercles néolibéraux, mais ça résonne y compris dans une partie non négligeable de la gauche qui porte ou de ceux qui se définissent comme de gauche qui portent ce type de discours-là. Et donc, l'accusation de communautarisme est liée, de manière générale, à une forme de refus de l'égalité. Voilà, à tous les niveaux. Et il faut les lier. À partir du moment où ce n'est pas une notion qui est descriptive d'une réalité concrète, de repli, de fermeture, de rejet de l'autre, et que c'est utilisé d'un point de vue... en tout cas, moi, c'est l'hypothèse forte que j'ai envie de poser, qu'on a posée dans le livre Islamophobie, c'est la centralité du refus de l'égalité. Et c'est pour ça que cette accusation permet de justifier l'inégalité, la fermeture, le maintien à distance. Non pas pour des vraies raisons, je ne veux pas partager le pouvoir, je ne veux pas que tu prennes mon poste, je ne veux pas que tu concurrences mes enfants, je ne veux pas que tu arrives à des positions de pouvoir, mais en raison d'une adaptation qui serait individuelle ou collective. En tout cas, c'est un fil à tirer, c'est une hypothèse à creuser de manière générale. Oui, monsieur, je vous en prie, vous avez là-dessus. Merci. En parlant d'hypothèse, moi je voudrais émettre une autre hypothèse. C'est que cette notion de communauté, qui est devenue par la suite communautarisme, n'est pas seulement le fait des médias, de son utilisation par les pouvoirs intermédiaires et ainsi de suite, mais c'est quelque chose qui existait bien avant la mort de Gaston Defferre. Je me rappelle que dans les années 70, en 1973, quand il y a eu un attentat raciste au consulat d'Algérie à Marseille, les Algériens se sont reconnus comme ayant été visés en tant qu'Algériens, et donc appartenant à un groupe visé. Et de ce fait, cette notion de communauté n'est pas souhaitable ni souhaitée, elle est intuitive. Elle est un moyen de se protéger, elle est un moyen de préserver son identité, et elle induit, à un moment donné, un tiraillement entre la fidélité à cette identité et l'ouverture à l'autre. Et pendant des années, ce n'est pas ni les médias, ni les pouvoirs intermédiaires qui sont venus bien plus tard pour rentabiliser sur le plan électoral, dans le 13e, 14e par exemple, a été travaillé par les pays d'origine. Consulat d'Algérie, consulat du Maroc, consulat de Turquie, la brigade des Algériens qui avait une pratique progressiste à l'époque, parce qu'elle était liée au FLN et ainsi de suite,
elles se revendiquaient comme communauté algérienne. Comme communauté algérienne. Donc quand vous rencontrez un travailleur immigré, il vous dit où c'est qu'il y a l'Algérien, où c'est qu'il y a le musulman. Donc ce n'est pas seulement une construction de l'autre côté. Hein. Et de mon point de vue, elle a pu jouer un mauvais tour par un certain nombre d'aspects. Hein. Les musulmans, ils ont la croyance dans la notion de la Ummah, la nation musulmane, la nation arabe, et ainsi de suite. Vous en avez beaucoup de personnes qui avaient une croyance, et même à l'intérieur des mêmes communautés, il y avait des utilisations politiques, financières, et ainsi de suite. Beaucoup étaient réunis autour de la notion de retour. Je fais partie de la communauté, donc je ne resterai pas là, je reviendrai au pays. Et donc beaucoup se sont trouvés assignés parce qu'ils ont acheté un immeuble de l'autre côté de la Méditerranée, et en se privant ici, et maintenant ils se sont trouvés piégés, c'est un peu trop tard. Donc mon propos, c'est simplement d'introduire un degré de complexité, hein, que les choses ne sont pas aussi simples. Le communautarisme, j'étais un peu réticent à dire qu'il ne faut pas utiliser la notion de communauté, il faut utiliser la notion de groupe social. Un même individu, il est maçon, il est sportif, donc il appartient au groupe social des maçons, et ainsi de suite. La notion de communauté, c'est forgé aussi bien chez les personnes concernées que dans la société d'accueil, par rapport soit à la nationalité, le FLN, la lutte pour l'indépendance, soit à l'islam, qui est une revendication d'identité. Donc par conséquent, la réduire simplement à ce qu'on en a fait dans l'espace public, c'est un peu réducteur. Excusez-moi, j'ai été un peu long. J'aurais aimé un petit peu poursuivre aussi avec toi, Marouane, puisqu'il y a quelques temps, dans le cadre d'une rencontre à Prévalon notamment, c'était surtout autour de tes travaux, autour de la sociologie de la délinquance, tu évoquais ce processus de déshumanisation qui permettait une mise en œuvre du déni de légitimité, du déni de dignité et d'égalité. Est-ce que tu penses que le discours autour du communautarisme participe à cela, et du coup, comment Merci. Alors, avant de te répondre, je voudrais réagir, et je vous remercie d'intervenir, mais là où j'ai un petit désaccord avec vous, c'est que j'ai abordé tout à l'heure la question du lien communautaire et de sa banalité, et ce dont vous parlez tout à l'heure en vous limitant à la question des Algériens ou à la question des musulmans, mais c'est beaucoup plus large, ça ne se limite pas à ça, renvoie à la banalité de ce lien-là et sa fonction positive dans le quotidien, et pas seulement en termes de réaction face à la stigmatisation, mais dans le quotidien de l'accueil, de formes de solidarité, de formes de lien social dans lesquels les individus sont inscrits, pas forcément enfermés, mais qui sont inscrits. Donc je ne souscris pas trop à la critique selon laquelle on aurait oublié cette question-là. On aborde à la fois la construction politique, est-ce que la politisation des communautés, mais également la communauté en termes de lien social du quotidien et en termes de soutien à la vie sociale. En tout cas, ça peut l'être comme ça. Donc je pense que vous avez raison sur le fait qu'il faut joindre les deux bouts. C'est ce qu'on essaie de faire, peut-être de manière un petit peu déséquilibrée. Après, sur la deuxième question, oui, sur la question de la communauté, une petite parenthèse avec, je vous ai parlé de M. Akram tout à l'heure, dont je vous parlais, qui s'est retrouvé face à l'accusation. Quand on a fait un entretien après cet épisode-là, après les élections municipales, il m'a dit, bon, au moins, il y a deux mythes qui sont tombés, hein, la communauté du quartier et la communauté musulmane, voilà. C'est les deux mythes. C'est-à-dire que quand je me suis retrouvé face au pouvoir municipal, ces deux mythes-là, ces deux communautés-là auxquelles il croyait un petit peu quand même, en se disant il va pouvoir s'appuyer dessus sur la communauté du quartier, parce que je suis du quartier, sur la communauté ethno ou communauté religieuse, par solidarité, que nenni. Voilà, que nenni à l'échelle locale. Ce sont des formes de dépendance, de fragilité, d'alliance, de logique d'intérêt qui dépassent cette question des frontières communautaires. Donc c'était assez intéressant de ce point de vue-là. Sur ta question, oui, l'accusation, quand on la prend comme accusation, l'accusation de communautarisme participe d'une forme de disqualification, de déni de légitimité.
c'est clair, de déni de participation, et c'est terrible parce que c'est un piège. On est dans une société démocratique, donc il faut participer. On a des personnes qui veulent participer, mais pas forcément sur des bases qui leur sont assignées par avance, sur des places qui leur sont assignées par avance. Et ça, on l'entend partout. Dans tous les quartiers, vous pouvez aller, dans tous les milieux populaires au travers de la France, vous allez retrouver des personnes qui se retrouvent face à ce déni de légitimité-là, à partir du moment où ils veulent un petit peu se mobiliser. Alors, les formes de disqualification dans le jeu électoral, c'est banal. Ce n'est pas les seuls à être disqualifiés. Le jeu électoral est un jeu violent. Il est basé sur l'anathème, je veux dire, c'est pas un traitement spécifique, c'est la forme qui est spécifique. Et c'est les conséquences qui sont spécifiques. Le coût à payer et ce que ça produit dans la vie des uns et des autres, et des ressources et des soutiens qui peuvent dont les uns et les autres peuvent bénéficier. Il n'y a pas de parti, il n'y a pas d'organisation sur lesquelles on peut s'appuyer, etc. Les gens sont un petit peu seuls quand ils veulent se mobiliser sur ce créneau-là. Donc oui, par rapport à ta question, ça participe du déni de légitimité. Et j'entendais ce matin quelque chose qui m'a fait sourire quand on s'est rencontrés avec un certain nombre de militantes actives, très engagées. Mais c'est vrai, c'est le fait qu'elles ne supportent plus d'être renvoyées cette forme d'illégitimité. Je leur renvoie cette forme d'illégitimité et souvent ça les énerve et ça peut être extrêmement énervant, ce déni-là. Et que finalement la colère que ça provoque, c'est utilisé pour justifier le préjugé de départ, une espèce de chien qui se mord la queue. Moi, je voulais répondre à votre question concernant la création de communautés éventuellement avant la période que j'avais évoquée. Mais comme vous dites, donc au sein des populations algériennes, à un moment donné, après les attentats de 1973, il y a une réaction, et la réaction, c'est celle de se constituer une communauté pour se défendre. Mais quelle assignation, du coup? C'est la plus extrême des assignations dont parlait Madame, c'est-à-dire venir nous tuer, un certain nombre d'Algériens et de Marocains, comme ça, dans les rues de Marseille, en 1973. J'espère que tout le monde connaît ces événements ici. Je crois que oui. Et à quel point il y a un vide quand même de connaissance encore là-dessus. Heureusement qu'il y a la thèse de Rachid Abrahim qui vient de se faire. Mais jusqu'avant, il a fait 2 articles scientifiques et point à la ligne sur ça. Aucune reconnaissance de ça. Donc, il y avait déjà, évidemment, des organisations algériennes, tunisiennes, de travailleurs qui existaient, qui probablement ils s'auto-appelaient communauté d'une manière ou d'une autre, mais aucune reconnaissance. Alors ça, c'est certain, aucune reconnaissance de type institutionnel si on parle de la ville de Marseille. Zéro. Ils n'existaient pas dans le débat public. Moi, ce qui m'a vraiment étonné en regardant, je vous ai dit tout à l'heure, cette espèce d'écran de fumée de l'harmonie intercommunautaire, je me suis dit, mais je vais reparcourir les histoires des Arméniens, des Juifs, des Rapatriés, des Maghrébins, des Comoriens, c'est ce que j'ai fait dans un des chapitres du livre, et quelles inégalités à tous les coups, de capacité, de possibilité, d'en bas et d'en de se faire reconnaître, d'être reconnu pour les Arméniens, les Juifs et les Rapatriés, et quelle impossibilité parfois, ou quel déni de construction communautaire possible pour les Maghrébins et pour les Comoriens, pour les populations d'origine maghrébine ou comorienne ou de nationalité. Donc on est là dans des processus quand même forts d'exclusion, qu'on voit très fortement à l'œuvre justement dans les années 90 et 2000, lorsque aussi quand on fonde Marseille Espérance, je crois que Michel Perardi et Michel Sanson le racontent bien, et la place des organes représentatifs qui ne sont pas après musulmans est quand même nettement moindre et amoindrie par rapport à celle des autres religions. Donc à chaque fois il y a du classement, à chaque fois les choses ne se passent pas de la même manière. Et tout ce qui est notamment jeu de redistribution des ressources clientélaires, mais quelle disparité, je le vois à longueur dans tous
dans toutes les archives que j'ai pu consulter, entre des gens effectivement recommandés par des notables juifs, arméniens, etc., et des personnes qui, en tant que maghrébins singulièrement pris ou comoriens, fait une demande de logement dans un quartier meilleur dans lequel il habite, et il n'obtient pas gain de cause en passant par les voies classiques de la recommandation politique, en passant par un élu qui, après, devient intermédiaire auprès du cabinet du maire. Merci Cédric. Est-ce qu'il y a d'autres réactions, d'autres questions? Bon, ben écoutez, je vais vous remercier en tout cas pour la qualité de l'intervention. Merci beaucoup. Quant à nous, nous retrouvons. Ah, tu vois là, c'est pas de. Ça dépend ce que tu vas dire. Attends. Quant à nous, nous retrouvons le 13 février. Ça marche? Ouais. Le 13 février au cinéma Les Variétés, autour du film de Fatima Sissani, aussi sur la colonisation en Algérie, et nous pourrons débattre ensuite. Donc le nom du film, c'était Cheveux démêlés raconte une guerre de 7 ans. Cache, pardon, une guerre de 7 ans. Merci à vous tous et à bientôt.